Bonjour à tous, donc Julie Fournier, coprésidente de la commission communication à l'Ordre des experts comptables de la région Occitanie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire en relation avec notre partenaire Maths et Compliance qui va vous évoquer tous les sujets d'actualité. Merci d'être aussi nombreux. Je vais laisser la main à Béatrice Hultel qui va vous présenter notre partenaire et je vous souhaite une bonne écoute. Juste en termes d'organisation, vous aurez le support à la fin du webinaire ainsi que le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit logo avec le point d'interrogation que vous avez et l'équipe vous répondra au fur et à mesure ou à la fin en temps de questions-réponses. Je vous souhaite une bonne écoute et Béatrice, bon webinaire. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire d'actualité TVA qui s'annonce passionnant sur les offres composites, les œuvres d'art, les franchises en base, la douane et TVA. Et nous ferons également des cas pratiques. Donc, merci à Madame Fournier, à l'Ordre des experts comptables. Et je serai accompagnée pour ce webinaire de Nicolas Dasta, qui est notre président et spécialiste TVA, ainsi que Alexia Bessy, notre directrice réglementaire, spécialisée également dans la facturation électronique. Alors, comme l'a dit Julie, c'est vrai que les questions se posent dans l'onglet questions. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, à ce moment-là, on y répondra par mail le plus vite possible. Et également, en effet, nous allons vous envoyer au courant de la semaine le PDF et le lien du replay. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel de qui nous sommes. Maths et Compliance, nous avons 4 métiers phares qui existent depuis plus de 30 ans. Nous sommes une soixantaine spécialistes de la TVA internationale. Notre premier métier a été les déclarations d'échange de biens avec Matéa Tracom. Nous sommes les premiers tiers déclarants en France. Nous sommes également représentants fiscal avec EasyTax. Nous sommes également organisme de formation agréé Calliope. Et nous faisons, notre quatrième métier, des assistances réglementaires autour des opérations complexes de vos clients et pour la préparation, entre autres, de la facturation électronique. Alors, un mini-zoom sur nos 4 métiers. Le premier tiers déclarant TVA, MMI, pardon, ERTVA, ex-DEB. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui font ça à longueur de journée pour bien sécuriser les bons flux à déclarer de vos clients. Et avec la déclaration qu'on vous envoie tous les mois, on joint un tableau de synthèse CA3 parce qu'on reste toujours en cohérence avec vos CA3. On a appris à parler un peu votre langage et on sait très bien que votre dernière question, c'est oui, mais sur ma CA3, c'est sur quelle ligne? Donc, systématiquement, on vous envoie un fichier. On a repris dans le premier onglet, voilà, la déclaration. Et dans les autres onglets, le détail des opérations déclarées et non déclarées. Deuxième métier, représentant fiscal en Europe avec EasyTax. Donc, c'est quand vos clients ont besoin d'être immatriculés à la TVA dans un autre pays. Nous pouvons les immatriculer et nous occuper des déclarations de TVA locales. Alors, il faut à peu près 2 mois, surtout pendant la période d'été, pour obtenir un numéro de TVA. Donc, c'est quelque chose qui s'anticipe. Différents cas pour avoir besoin d'un numéro de TVA, comme quand on a une plateforme de stockage à l'étranger, pour les ventes à distance. Enfin, je ne vais pas tout vous énumérer, mais voilà, à chaque fois, ça s'étudie pays par pays. Je vous invite également à aller consulter notre site internet easytax.co. C'est une mine d'or d'informations pays par pays en libre accès. Également en libre accès, un simulateur TVA qui vous permet de savoir si vous n'arrivez pas à nous joindre, si votre client a besoin d'être immatriculé à la TVA ou pas. Troisième métier, organisme de formation, Calliope. Des formations en présentiel, en inter, en intra, des classes virtuelles aussi inter-intra et des webinaires. Et ce sont des plans
catalogue, ce qu'on appelle catalogue, ou alors des plans sur mesure qu'on construit avec vous et vos clients pour répondre au maximum à leurs besoins. Nos formations phares sont celles de la TVA internationale, donc intracom et extracom. Vous avez les dates en dessous. Et le step au-dessus, c'est échange complexe, où là, on va aborder tout ce qui est triangulaire. Des formations également sur la facturation électronique, deux types de formations, un guide pratique, la première formation pour vraiment étape par étape savoir déjà qu'est-ce que c'est que cette réforme et comment la mettre en place à différents niveaux. Et la deuxième formation qui est vraiment pour la mise en place concrète après analyse au sein d'une structure. Nous avons également des formations sectorielles. Là, vous en avez quelques-unes, mais vous pouvez aller voir sur notre site internet toutes les formations et les dates. Donc, des formations pour traiter un dossier de pharmacie, sur les agences de voyage événementielles, pour les ventes à distance, des véhicules neufs et d'occasion, les débitants de tabac et des formations douanes, comme là, par exemple, TVA et Incoterm et toutes les incidences sur les opérations. Voilà. Quatrième métier, les assistances réglementaires sous forme de hotline réglementaire pour vous ou vos clients. C'est-à-dire, dès que vous avez une question, voilà, c'est assez interactif. Et sinon, des assistances réglementaires écrites où là, on se pose, c'est sur devis, évidemment, en fonction du type d'opération à analyser. Et aussi, on vous donne toutes les procédures étape par étape. Et enfin, au niveau de l'assistance réglementaire, on fait autour de la facturation électronique des accompagnements parce qu'on a vu que les sociétés avaient tendance à déjà commencer par un choix d'une PDP, alors qu'en fait, c'est la dernière étape, qu'il y a beaucoup de choses à voir en amont, à se mettre au carré pour voir justement quel PDP va répondre à nos besoins. Parce que sinon, le risque, c'est une facture bloquée. Voilà. Bon, nos prochains rendez-vous, nous allons nous voir prochainement à Montpellier pour le cabinet du futur, le 22 juillet, mais également à l'Assemblée générale le 3 octobre à Toulouse. Alors, je vais laisser la parole à Alexia Bessy, notre directrice réglementaire, et puis je vous souhaite un très bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, on va poursuivre ce webinaire avec le thème des opérations mixtes. Ok, donc ce thème, on l'a appelé livraison de biens, prestation de services, ou les deux, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. En facturation électronique, on parle d'opérations mixtes, on parle d'opérations complexes uniques en TVA, mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors, déjà, il faut savoir que tout a démarré avec la loi de finances pour 2021 en France et on a eu les dernières mises à jour très récemment puisqu'on les a eues le 14 mai 2025 au niveau de la doctrine fiscale. En France, on choisissait de ventiler toutes les opérations. Donc, typiquement, une opération de réparation qui comportait des biens et des services devait être ventilé sur les factures de vos clients. Donc, vos clients faisaient figurer sur les factures, dans le corps de la facture, une ligne bien, une ligne service. En TVA, on appliquait un traitement TVA différent à chacune de vos lignes de facturation. Donc, quand vous aviez une partie bien, on appliquait les règles qui relevaient des biens, et quand vous aviez une partie service, on appliquait les règles TVA qui relevaient de la partie service. Il faut savoir que la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne poussaient les États membres depuis déjà beaucoup d'années pour les forcer à réunir les opérations. Sauf que l'administration fiscale française n'était absolument pas d'accord avec cette interprétation européenne et a fait de la résistance jusqu'au bout du bout pour permettre que chaque opération continue à suivre son régime propre. Face à la pression de l'Union européenne, le législateur a été obligé par la loi de finances 2021 de modifier le Code général des impôts, et donc un article 257 ter du Code général des impôts qui avait été très peu remarqué à l'époque de cette loi de finances est venu modifier cette position française en obligeant les entreprises à venir lier leurs opérations
lorsqu'ils les vendaient ensemble. Donc, on va étudier un petit peu mieux les règles ensuite. Mais en tout cas, il faut savoir que l'administration fiscale française ne voulait absolument pas de cette règle. Donc le principe, c'est qu'aujourd'hui, chaque opération doit être considérée comme distincte et indépendante. C'était le principe avant la loi de finances, donc chaque opération devait donc suivre son régime de TVA. Et l'exception était que certaines opérations pouvaient être liées. On a inversé le principe et l'exception. Aujourd'hui, le principe est que nous devons commencer par lier les opérations. Alors, la doctrine administrative, c'est donc la position de l'administration fiscale française, je vous l'ai dit, ne voulait absolument pas tenir compte de cette loi qui avait été poussée par l'Union européenne. Donc, la doctrine administrative, l'administration fiscale a mis beaucoup de temps avant de changer le fameux BOFIP. Et les modifications du BOFIP ont eu lieu pour la première fois le 28 août 2023. C'est la première fois où, en fait, ils ont tenu compte de cette loi de finances pour 2021. Jusqu'à présent, entre 2021 et 2023, on se demandait donc si on devait continuer à tout ventiler ou si on devait réunir les opérations qui comportaient des éléments distincts. Finalement, le BOFIP a été modifié et encore là, l'administration fiscale a ouvert le BOFIP à consultation publique. La consultation publique devait être achevée et publiée en juin 2024 au plus tard. Finalement, on a dû attendre 1 an puisque l'administration fiscale a également attendu l'avancée des travaux pour la facturation électronique. Et donc finalement, c'est uniquement là, le 14 mai 2025, où on a eu la version finale de la position de l'administration fiscale française. Donc, je vais vous expliquer les notions parce que c'est des notions qui sont similaires mais qui emportent des distinctions fondamentales pour le traitement des opérations de vos clients. Mais l'important, c'était quand même d'abord de remettre un petit peu le contexte législatif pour comprendre pourquoi il était difficile pour vous en cabinet ou comme pour nous en déclaration, d'arriver à appliquer une règle et une position définitive, en tout cas sur le traitement de ces opérations. Alors, une opération, je vous le rappelle, c'est toute opération économique, donc une livraison de biens ou une prestation de service. Une opération complexe, c'est une opération qui est composée de plusieurs éléments. Donc, vous l'avez compris parce que je prends que cet exemple-là depuis tout à l'heure, votre opération, elle peut être constituée de livraison de biens et de prestation de service à la fois. C'est le cas pour une réparation. Vous avez un carrossier qui va faire une réparation, il va y avoir sa main-d'œuvre qui va être de la prestation de service et les biens, donc le matériel qu'il va utiliser pour pouvoir réparer cette carrosserie. Donc ça, c'est la distinction d'opérations complexes selon la nature des opérations. Donc les opérations qui composent une opération, en fait, sont de nature différente. On peut également avoir des opérations qui sont de même nature mais qui ont des taux différents. Typiquement, vous pouvez avoir des compositions florales dans lesquelles il pourrait y avoir une partie des fleurs qui sont au taux intermédiaire de 10% et une autre partie où on serait au taux de 20% parce qu'il y a eu un arrangement autour. Vous pouvez également avoir des opérations qui varient et par leur nature et par leur taux. Okay. En doctrine administrative, on parle, donc l'administration fiscale parle, elle, d'offres composites. Donc une offre composite, ne vous y trompez pas, c'est bien une opération complexe. C'est donc le terme qui est le plus souvent employé par l'administration fiscale française dans sa doctrine. Ce terme, il est rarement repris par le juge et il s'efface de plus en plus avec la facturation électronique. Donc le terme offre composite, on l'utilise de moins en moins, mais c'est vrai qu'en cabinet, c'est souvent le terme que vous utilisez encore. Une opération complexe unique, c'est une opération dans laquelle on reconnaît que effectivement l'opération est composée de plusieurs éléments qui sont de nature ou de taux distincts. En revanche, cette opération comprend un élément principal et plusieurs éléments accessoires. Et ce que nous dit l'article 257 ter, c'est que quand on est dans cette configuration-là, l'ensemble de l'opération doit répondre à la règle TVA de l'élément principal. Et c'est là que c'est très très important et que ça va modifier peut-être certaines opérations de vos clients. Puisque avant, vous ventiliez donc une partie en livraison de biens, une partie en prestation de service, une partie exonérée, une partie avec du taux à 20, une partie avec du taux à 10, une partie avec du taux à 20. Aujourd'hui, on vous dit, voilà, vous devez comprendre quand est-ce que ces éléments sont liés. Et quand ils sont liés, vous devez identifier l'élément principal et vous devez réunir l'ensemble de l'opération sous l'élément principal. Donc en TVA, vous comprenez bien les conséquences que cela peut avoir. En facturation électronique, on parle d'opération mixte. L'opération mixte, c'est une opération complexe unique, mais qui varie par sa nature.
C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 2 livraisons de biens qui auraient des taux différents. Ça veut dire vraiment qu'on a une partie livraison de biens et une partie prestation de services. En facturation électronique, on s'est demandé comment on allait codifier ces opérations. On a une version, pour ceux qui suivent un petit peu les travaux de l'AFNOR, donc l'AFNOR a publié un draft, un projet de nouvelles spécifications externes, donc fini les spécifications externes 3.0 qui devait être la version finale avant l'entrée en vigueur. Non, il va y avoir une nouvelle version, une nouvelle spécification externe et vous pourrez retrouver sur le site de l'AFNOR le document un document qui s'appelle XP14 et qui est soumis en fait aux avis publics et qui liste en fait tous les cas d'usage, mais on n'est pas encore dans la version définitive. Mais en tout cas, les lettres utilisées, la codification utilisée, c'est B pour livraison de biens et S pour prestation de services, mais vous retrouverez ça dans le support. Les transactions mixtes, ce sont en fait des factures dans lesquelles il y a des opérations mixtes. Et les opérations doubles, alors là, attention, accrochez-vous, ce sont des opérations dans lesquelles il y a des livraisons de biens et des prestations de services, mais on n'a pas pu déterminer s'il y avait un élément principal et un élément accessoire. Donc, on considère que ce sont bien des opérations doubles. Les 2 éléments ont le même poids, ils sont concomitants. On les identifie en facturation électronique par la lettre M, mais vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas une solution, cette opération double. Alors, les opérations complexes uniques, donc je vous l'ai dit, peuvent varier par les taux, ils peuvent varier par leur nature, et bien entendu, quand ils varient par leur nature, les règles de territorialité, excusez-moi, peuvent varier également. Les risques d'erreur, bon, vous les comprenez bien en cabinet. L'erreur de taux, vous en comprenez les conséquences. Les erreurs matérielles, quand on considère que l'entièreté d'une opération devrait être exonérée alors qu'en réalité, il n'y avait qu'un élément, forcément, ça change tout pour votre client, puisqu'on peut avoir des conséquences aussi en matière de droit à déduction. Et les erreurs de règles territoriales, et bien là, effectivement, on peut avoir des règles différentes qui s'appliquent aux prestations de services et aux livraisons de biens, notamment quand la prestation de service répond à une règle dérogatoire en matière territoriale. Et vous avez des erreurs de règles en facturation électronique, puisque je ne sais pas ce que vous savez ou pas encore en facturation électronique, mais on a une obligation de e-reporting qui ne concerne que les prestations de services. L'impact sur la facturation électronique, c'est donc ce fameux cas d'usage que vous retrouverez dans le document XP14, qui est le cas d'usage numéro 31, qui vous dit que quand une facture comprend des lignes différentes avec des lignes de livraison de biens et des lignes de prestation de services, vous devez vous demander si vous êtes bien en présence d'une opération complexe unique. Donc ça, c'est travail en cabinet, de bien vous demander avec le travail pour le client, en tout cas, de se demander s'il est en présence d'une opération complexe unique. Donc là, on a une grille de lecture qui est mise à disposition par l'administration fiscale, que nous, en tout cas chez Maté, on a mis on a en fait clarifié en faisant une formation qui est du coup spécialisée en fait sur le terme opération complexe unique pour que vous soyez capable de les reconnaître et que vous soyez également en capacité de raisonner comme l'administration fiscale et d'aboutir finalement à la même vision de l'opération que l'administration fiscale. Donc tout ça, vous pourrez le retrouver en ligne sur le catalogue de formation. Donc si la réponse est oui, vous êtes en présence d'une opération mixte. Donc dans ces cas-là, vous ne pouvez pas utiliser le code M, vous devrez utiliser le code B pour livraison de biens ou le code S pour prestation de service, puisque vous l'avez compris, l'ensemble de votre opération doit être une livraison de biens ou une prestation de service. Si la réponse est non, alors dans ces cas-là, vous êtes peut-être en présence d'une opération double et vous pourriez utiliser la lettre M. En revanche, ce que vous dit, en tout cas, nous, on a 3 recommandations. La première, c'est que le cas d'usage avec cette lettre M n'est pas traité par toutes les PDP, parce que c'est difficile à traiter pour eux, puisque forcément, il y a des obligations de e-reporting qui sont différentes derrière. Ensuite, la lettre M engendrera des contrôles, et ça c'est dit clairement par l'administration fiscale au cours des échanges AFNOR, puisqu'ils considèrent qu'il est très rare d'avoir une vraie opération concomitante, donc ce n'est pas une solution pour ne pas trancher. En fait, il faut vraiment se poser la question. Et l'administration fiscale, si vous êtes en présence d'une vraie lettre M, d'une vraie opération double, précise qu'elle ne vous en voudra pas de conseiller à vos clients d'établir 2 factures différentes. Mais encore une fois, si c'est une vraie opération double. Voilà, vous savez à peu près tout des opérations complexes uniques et des opérations mixtes et doubles en facturation électronique. Et
vous allez passer sur une autre mise à jour. Merci Alexia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au Conseil régional du partenariat que l'on partage avec plaisir depuis quelques années maintenant. Alors, deuxième actu importante qui date du début de cette année, œuvre d'art. Nous avons souhaité y revenir parce qu'il y a toujours certaines questions assez régulières de la part de nos partenaires experts comptables. Donc, le contexte rapidement de cette modif, c'est une transposition en droit français d'une directive dite taux de TVA, qui est venue mettre un peu d'ordre dans différents États membres, notamment en France, parce qu'on va le voir ensemble, au niveau des œuvres d'art, on pouvait cumuler deux avantages, un taux réduit à 5,5 et l'application du régime de TVA sur la marge. Donc tout ça a été clarifié avec la loi de finances 2024 qui a une prise d'effet au 1er janvier 2025. Il y a eu un gros lobby également des grandes maisons de vente aux enchères, notamment présentes sur le sol français. Et on va le voir ensemble, in fine, cette réforme est plutôt avantageuse pour les galeries d'art au niveau de ce nouveau régime de TVA. Donc, je vous le disais un peu plus tôt, on interdit désormais deux avantages, le taux réduit et le régime de la marge. On généralise le taux à 5,5 sur toute la chaîne, tant au niveau des achats que des reventes, avec une TVA déductible sur l'achat et une TVA reversée sur le prix total et non plus sur la marge. C'est le nouveau régime général, en sachant que, on va le voir juste après, le régime de la TVA sur marge ne disparaît pas. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc le grand principe, c'est 5,5 partout. Au niveau des achats et des reventes d'œuvres d'art. Les biens d'occasion ne sont pas concernés par ce régime. Donc l'option qui existait l'année dernière et les années précédentes, qui consistait en optant pour le régime de TVA sur la marge, alors que nous avions une TVA déductible sur les achats. Je vous remets en tête vite fait la logique du régime de TVA sur la marge, c'est de se dire je n'ai pas de TVA déductible sur mon achat, donc lorsque je revends mon œuvre, je ne taxe que la marge. C'est la grande logique du régime de TVA sur la marge. Avant la réforme, une galerie d'art pouvait opter pour dire moi j'opte, c'était une option formelle auprès de l'administration fiscale, je renonce à mon droit à déduction. Voilà, j'ai des importations qui sont taxées au taux réduit à 5,5. Je renonce à mon droit à déduction. Donc, je considère que cette TVA auto-liquidée à l'importation est une charge. Je ne la déduis pas et je refacture en TVA sur marge. Donc ça, c'est fini depuis le 1er janvier 2025. On n'a plus le droit d'opter pour ce régime. À noter, on avait également la notion de marge forfaitaire qui a disparu, taxer 30% du prix de vente des œuvres au taux normal, ça a disparu également. Donc, je vous le disais, en 2024, 2023, etc., nous pouvions emporter des œuvres à 5,5, opter pour ne pas déduire et refacturer en TVA sur marge. Donc, nous avons régulièrement des questions de cabinets qui nous disent, voilà, moi j'ai un client, une galerie d'art, qui a en stock toujours des œuvres importées en 2024. L'option avait été exercée, donc mon client n'avait pas déduit. Quid de la revente sur 2025 ou plus tard et de l'exercice ou pas du droit à déduction sous forme de régularisation sur cette TVA qu'on n'a pas déduit à l'époque. Donc on va attendre de revendre l'œuvre en 2025 ou plus tard. On va taxer le prix de vente total à 5,5, c'est la nouvelle règle, et on va aller régulariser ces droits à déduction que l'on n'a pas pratiqués en 2024 pour remettre tout ça au carré. Donc ça, c'est important. Ça a été clarifié également il y a peu de temps par le BOFI. Un élément très important également pour la bonne compréhension de cette nouvelle règle, nous avions déjà l'année dernière et les années précédentes, lorsque nous avions une opération qui était soumise à la TVA sur la marge, parce que le fournisseur de la galerie était un particulier par exemple, nous avions déjà l'option pour basculer œuvre par œuvre
sans option formelle auprès des services fiscaux, sur le régime de droit commun, donc taxer le prix de vente total. Cette option, elle perdure. Elle n'était pas intéressante l'année dernière ou les années précédentes parce que nous devions taxer la vente de l'œuvre à 20%. Aujourd'hui, lorsque vous achetez une œuvre auprès d'un particulier, il y a différents cas, hein, bien sûr, hein, auprès d'un autre professionnel qui lui-même vous facture en TVA sur marge, le régime de TVA sur marge existe toujours, c'est le grand principe, donc on ne taxe la marge que à 20%. On peut opter pour le droit commun et taxer le prix de vente total à 5,5. Donc vous le voyez en toute fin de diapo ici, on a un taux de marge qui nous fait basculer sur un régime plus intéressant financièrement pour les galeries, pour passer au droit commun et facturer à 5,5. Donc œuvre par œuvre, tout ce que les galeries ont en stock, acquises auprès de particuliers par exemple, elles peuvent facturer soit en TVA sur marge, soit en droit commun, selon leur taux de marge financier. Cette option pour le droit commun remet également le régime des ventes à distance, qu'on va explorer ensemble par la suite, en lumière au niveau de vos clients galeristes. Donc les ventes à distance, on va les définir tout à l'heure, hein. Mais en 2 mots, c'est j'envoie une œuvre à un particulier qui est résident en Espagne, par exemple. On va revoir tout ça ensemble après. Mais le fait d'opter pour le droit commun peut vous faire basculer également sur le régime des ventes à distance, peut être plus intéressant financièrement pour les galeries, mais doit répondre à certaines règles que l'on va voir en détail après. Alors, on a déjà beaucoup parlé des impacts pratiques pour les galeries. Je vous laisse y jeter un œil très rapidement. Donc, la règle générale maintenant, ça va être d'avoir une collectée déductible à 5,5. La TVA sur la marge ne disparaît pas, hein, vous l'avez bien compris. On est donc sur un changement des contrats de vente, des conditions générales de vente aussi, des ERP notamment. Et si les galeries font des guichets uniques, des ventes à distance, pardon, on va avoir un guichet unique dont on va parler après à gérer. Voilà pour l'actu œuvre d'art. Très rapidement également, on a beaucoup entendu parler tous, hein, de cette réforme qui a failli arriver, mais on a choisi d'en reparler quand même parce qu'on a un nouveau seuil de franchise en base qui est européen maintenant. Alors à l'écran, vous avez le seuil français actuel, le seuil de base, le seuil majoré. Vous connaissez bien ces régimes, hein, bien entendu. Donc je ne commente pas ces diapos, c'est pas le but du jeu de cette actu. Donc voilà, on est sur des facturations non soumises à TVA, sauf si on dépasse le seuil majoré en cours d'année. On doit tout de suite taxer ces ventes. Voilà, la mention facture, vous la connaissez également, hein. Donc ça, c'est le régime français qui a failli changer, vous le savez, hein. On a failli harmoniser tous les seuils à 25 000 euros. On a laissé tomber parce que l'accueil a été plutôt froid. Et on peut comprendre, donc on va attendre l'année prochaine pour essayer de remettre ça sur la table. L'actu sur laquelle nous souhaitions revenir, c'est plutôt les opérations transfrontalières. Donc depuis 2025, il existe également un seuil global européen qui est de 100 000 euros. Alors, ça a failli être un cadeau pour les sociétés, par exemple françaises, qui interviennent en Espagne, pourquoi pas. Lorsqu'elles font une opération imposable en Espagne, la rénovation d'une maison par exemple, on est sur une prestation taxable en Espagne et à l'époque, dès le premier euro d'opération soumise à la TVA espagnole, on devait prendre un numéro de TVA en Espagne et facturer le client TVA espagnole incluse. Alors aujourd'hui, on dit la chose suivante, si toi, entreprise française, tu ne dépasses pas le seuil global de toutes tes opérations que tu fais en Union européenne, le seuil c'est 100 000 euros. Donc tu ne dépasses pas celui-là. Tu ne dépasses pas non plus le seuil de l'Espagne, par exemple. Les seuils sont différents, hein, d'un État membre à un autre. Tu restes en franchise et tu n'as pas à taxer en TVA espagnole pour rester dans l'exemple que je vous donnais.
L'obligation, c'est de transmettre au SIE de référence hein, de l'entreprise française un récap du chiffre d'affaires réalisé par État membre. Voilà, une déclaration trimestrielle est à donner. Donc ça pourra peut-être simplifier la vie de certains de vos clients qui font des opérations transfrontalières dans la limite hein, de 100 000 euros et du seuil local, encore une fois. Donc petite simplification pour les petites entreprises. Nous avons également choisi aujourd'hui, parce que vous allez être à nouveau bombardé de questions, vous l'avez déjà été il y a quelques années, avec ce fameux numéro EORI nécessaire à une société qui importe et qui exporte. Avant la fin de l'année, parce qu'on déploie en France un nouveau système douanier entièrement dématérialisé qui s'appelle Delta IE. On ne se sert plus du SIRET, mais maintenant du SIREN pour constituer son numéro EORI. Donc tous vos clients qui importent et qui exportent ont du temps pour mettre à jour leur numéro EORI sur la plateforme Soprano du site de la douane française. Autant en parler avec eux tranquillement maintenant, ou sinon vous serez bombardé de questions en fin d'année pour ce nouveau numéro EORI. Côté douane également, vos clients qui importent et qui exportent vont découvrir une nouvelle déclaration en douane, toujours pour cause de bascule sur le nouveau système douanier dématérialisé et interconnecté entre tous les États membres. Donc voilà, il y a une réforme qui est progressive, qui a démarré à l'importation et qui va arriver à l'exportation. Donc, on a un nouveau format avec plus d'informations. Les éditeurs des logiciels douaniers, en accord avec la douane, vont quand même nous livrer une version PDF, bien que le but du jeu, c'est que ce soit du démat, hein, de la démat à 100%. On va avoir donc des éléments en plus sur un format PDF. Donc, il faudra prendre l'habitude d'avoir la lecture hein, pour justifier de l'exonération à l'export, justifier du paiement des droits et taxes à l'import. Il faudra avoir une nouvelle habitude de lecture du PDF. On aura également de nouvelles cases obligatoirement remplies sur un document de douane d'importation, par exemple. C'est le schéma exportateur hein, que vous avez. On aura systématiquement le nom de l'exportateur établi au Brésil ou au Japon, ce qui n'était pas obligatoire aujourd'hui. Donc pour le recoupement facture d'achat, douane import, c'était pas tout le temps facile. Et on va avoir également une nouvelle notion qui va permettre aux contrôleurs fiscaux également, attention, de mieux analyser les opérations complexes à l'import et à l'export, parce qu'on va distinguer l'acheteur de l'importateur. L'importateur, c'est celui qui reçoit physiquement la marchandise. L'acheteur, c'est celui qui l'achète et qui a pu revendre la marchandise à l'importateur. Pareil, l'exportateur peut être différent du vendeur. Donc, on peut avoir une meilleure grille de lecture pour des opérations complexes qui font intervenir plus que 2 intervenants, triangulaires, quadrangulaires ou plus. Et les contrôleurs fiscaux donc, auront une meilleure vision également plus claire des opérations de négoce à l'international. Voilà donc pour le côté douane hein, qui vous intéresse toujours un peu quand même. Et vous avez le PDF prévu ici par un des principaux éditeurs de logiciels. Voilà pour la partie actu. Je pense qu'on tient le timing, absolument. Et nous avons choisi de faire un focus sur des cas pratiques qui vous intéressent. Donc nous sommes en lien avec votre région depuis quelques années maintenant, et on voit certains cas qui reviennent. Donc comme les opérations dans l'industrie aéronautique. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne pratiquent pas beaucoup, des compagnies aériennes ont droit à un régime d'exonération pour construire, faire réparer, avitailler, pour faire beaucoup de choses, on va le voir, leurs avions, leurs aéronefs. Donc on a sur le BOFIP une liste des compagnies françaises qui sont réputées satisfaire à la condition d'exonération, qui est faire au moins 80% du temps de vol hein, en dehors de France, pour faire court. Donc on a une liste des compagnies aériennes qui sont réputées satisfaire ce critère, et
part également du postulat que toutes les compagnies étrangères sont réputées satisfaire à ce critère. Et ces compagnies-là sont donc dispensées de remettre à leurs fournisseurs une attestation d'exonération. Dans les opérations exonérées, une personne qui construit ou qui répare des aéronefs appartenant à des compagnies aériennes bénéficiant de l'exonération peuvent profiter du régime des achats en franchise de TVA parce que les biens qu'elles achètent en France sont destinés à être incorporés sur des aéronefs dits exonérés. Donc, on a des réparateurs, on le voit sur le terrain, qui sont en crédit de TVA parce qu'ils font beaucoup de prestations qui sont exo et qui ne profitent pas de cette possibilité-là de faire une demande auprès du SIE pour bénéficier du régime des achats en franchise de TVA. On assimile des biens incorporés à des aéronefs exonérés à des exportations. C'est pour ça que le régime des achats en franchise de TVA est possible à mettre en place pour les constructeurs et les réparateurs d'aéronefs exonérés. Donc vous aurez le support parce que l'enveloppe annuelle, le contingent annuel des achats en franchise n'est pas le même pour un constructeur et un réparateur, mais on n'a pas le temps d'entrer trop dans le détail. Important également de bien savoir, parce qu'on a des questions là-dessus, que celui qui va construire ou réparer un aéronef appartenant à une compagnie aérienne exo peut demander, en qualité de donneur d'ordre, à ses sous-traitants des interventions en exonération de TVA. Donc là aussi, on a, côté réparateur par exemple, en crédit de TVA, une possibilité d'améliorer cette réseau parce qu'on peut faire des demandes à ses sous-traitants d'intervention en exo de TVA. Et on a eu quelques questions, je vous le disais, plusieurs de confrères occitans sur ce régime. Vous avez sur cette diapo toutes les opérations qu'une compagnie aérienne peut acheter en exo. Je ne vais pas les commenter une par une, ce n'est pas le but. Je vous laisse y jeter un œil. C'est très large en champ d'application, cet exo lié aux compagnies aériennes. Deuxième cas également, qui est présent dans l'industrie aéronautique, mais pas que. On a eu une question d'un de vos confrères basé en Occitanie sur une importation de sièges pour une compagnie aérienne. Et cette société française recevait donc des sièges de provenance hors Union européenne. Elle les stockait. En partie, elle les installe dans des avions qui sont en cours de construction et en partie, elle fait également des réparations sur le sol français quand les avions sont en escale et ont besoin de changer les sièges. La question était, et on va entrer dans le sujet maintenant, moi je suis prestataire de service, je reçois des sièges d'avion qui ne m'appartiennent pas, je suis désigné en importateur, et ensuite je vais les installer sur les avions exo. Est-ce que je suis, moi, le redevable de la TVA à l'importation? Est-ce que je peux importer ces sièges sans risque? Donc on tourne autour de ça, et l'industrie aéronautique n'est pas que la même. Là, ce sont tous vos clients qui peuvent recevoir des marchandises pour les transformer, les assembler, les réparer en provenance de pays tiers. Donc nous avons un principe qui implique la mise en place d'un régime douanier particulier, qui est une demande d'autorisation auprès de l'administration douanière ou fiscale selon le cas, parce que maintenant les impôts sont compétents pour la gestion de la TVA à l'importation, vous le savez. Donc selon qu'il y ait des droits de douane ou pas, on va faire une demande à la douane ou aux impôts. Le grand principe, c'est, une fois que l'autorisation est donnée, d'importer en suspension de droits et taxes des sièges d'avion, par exemple, parce qu'ils sont destinés à être mis à bord, par exemple, d'une compagnie aérienne exonérée, ou alors à repartir physiquement, vous le voyez dans le schéma, en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est le grand principe qui permet de faire arriver un bien en Union européenne sans rien payer parce que ça repart sur une destination privilégiée, c'est le terme douanier. Vos clients qui ne mettent pas en place ce genre de régime
s'expose à un risque énorme qui a été mis en lumière avec un arrêt de la Cour du Luxembourg, qui est devenu donc désormais une règle à suivre partout en Union européenne. Donc voilà, on avait un prestataire de services slovaque qui importait de Chine et de Suisse des marchandises pour faire des prestations dessus et les envoyer à l'étranger. Euh, le tribunal slovaque a dit vous n'êtes pas propriétaire des marchandises, vous n'avez pas le droit de déduire la TVA payée à l'importation. La Cour de justice est venue confirmer ça. Donc aujourd'hui, la règle pour tous vos clients, basée en France, c'est de ne pas pouvoir déduire de TVA à l'import si les marchandises importées ne sont pas propriété du prestataire français. Ok. Donc on a un risque énorme ici pour vos clients prestataires qui seraient désignés en qualité d'importation sur des marchandises en provenance de pays tiers. Donc il y a des solutions bien sûr pour vos clients. Il faut surtout relever vous, de votre côté, le risque. Une solution de mise en place d'une autorisation, on l'a vu avant. Il y a d'autres solutions aussi à mettre en place, mais en tout cas, il ne faut pas rester comme ça. Accepter d'être importateur alors qu'on n'est pas proprio des marchandises. Concernant les opérations de prestation de services, on voulait également vous montrer quelques exemples si vous avez des clients qui sont prestataires. Là, on a le cas d'une opération qu'on qualifie de bilatérale. Donc, vous êtes en France, on reçoit une marchandise en provenance d'un État membre pour la transformer et on la renvoie à son donneur d'ordre établi en Allemagne, par exemple. Donc, bilatéral parce qu'on est sur un aller-retour. Ça, c'est assez simple à traiter, il n'y a pas d'obligation particulière. On est en régime de prestation de service lorsqu'on facture son travail à façon, par exemple, et on aurait éventuellement une DEB intro, un EBB intro, un EBB XP à établir. Dans ce milieu du travail à façon, du conditionnement, de l'assemblage, nous pouvons avoir des cas un peu plus particuliers. On vous en a choisi deux ici qui posent problème. On a des questions régulières sur ce genre de situation. On se met toujours à la place du Français, à gauche de l'écran, qui vend une marchandise à un Belge, schéma tout en haut. Cette marchandise, à la demande du client belge, est livrée en France chez un prestataire pour conditionnement, ouvraison, etc. Et après prestation en France, elle est livrée in fine au client final belge. Donc là, on a un cas où on se dit, attention, je livre en France, je facture un belge, je mets une TVA française. C'est le réflexe. Et le bon réflexe à avoir, parce qu'on a une livraison de biens en France. On a dans les règles et la doctrine française une possibilité ici de faire du hors-taxe, avec des preuves bien sûr qu'après prestation de service en France, les biens sont livrés en Belgique, mais on a moyen de faire du hors-taxe pour fluidifier les relations avec les clients qui sont bien embêtés lorsqu'ils ont une TVA française dans ce genre de situation. Cas similaire sur la diapo du dessous, où cette fois-ci, je livre auprès d'un prestataire français, mais ça repart à l'export derrière. Là aussi, le premier réflexe, c'est une facturation TTC, parce que la livraison a lieu en France. On a aussi possibilité, dans ce cas-là, d'exonérer pour satisfaire la clientèle étrangère qui m'achète des marchandises qui sont façonnées en France. Voilà quelques petits exemples qui pourraient aussi peut-être intéresser vos clients. Dernière partie, ensuite on aura un quart d'heure, on est presque dans le timing de questions-réponses. Pour l'e-commerce, on est toujours beaucoup interrogé également sur les règles liées aux ventes à distance. Alors, les ventes à distance, on va prendre le temps là de bien définir 3 critères, de gauche à droite. Premier critère, on est sur une opération avec des marchandises expédiées par le vendeur ou pour son compte. Donc c'est le vendeur français qui se charge du transport. Deuxième critère, on a un flux France-État membre. Troisième critère, mon client est un particulier ou une personne non assujettie. Donc on est sur de la vente B2C. Attention,
le critère du transport est important. Une boutique dans une zone commerçante, un commerce physique peut être concerné par ce régime. Il a des prises de commandes au comptoir. Un client, un touriste italien qui passe, qui commande un meuble, qui paye un meuble, la maison, la boutique française transporte le meuble en Italie, on rentre dans ce régime-là. Donc on n'a pas que des e-commerçants, que du commerce digital, hein, on a du commerce physique qui rentre dans cette définition. On exclut alors les moyens de transport neufs et tout ce qui est TVA sur marge. On a parlé œuvres d'art un peu plus tôt. Rappelez-vous qu'une galerie peut opter pour le droit commun. Donc la galerie ne sera plus en TVA sur marge. Si l'option est prise pour vendre les œuvres, on a vu qu'il y avait des avantages à prendre cette option. Donc la galerie d'art peut basculer dans ce régime également. Alors, je vous propose de ne pas trop parler du avant. Hein, pour les passionnés de TVA, vous pourrez lire le diapo. On va tout de suite basculer sur la droite de la diapo. Aujourd'hui, et ça fait quand même quelques années, hein, c'est pour ça que on ne parle que de aujourd'hui, on a un seuil global pour toutes les ventes à distance faites sur l'année civile, qui est uniquement de 10 000 euros. Hein, c'est plus par État membre, c'est un seuil global pour tous les États membres, toutes les ventes à distance que je fais. Si je ne dépasse pas ce seuil, qui est très faible, je facture en TVA française. Si je dépasse le seuil global de 10 000 euros, je suis obligé de facturer TVA du pays de destination incluse. Donc si j'ai des expés en Italie, en Suède et en Espagne, je vais taxer avec 3 taux, les taux locaux, hein, italien, espagnol et allemand. Je crois que j'étais en Allemagne. Donc on le verra, hein, on n'a pas besoin de prendre un numéro de TVA dans chaque pays. On peut tout reverser en France sur un guichet unique. Il faut juste surveiller ses seuils, paramétrer ses comptes comptables, ses ERP pour facturer correctement. Deuxième catégorie de ventes à distance qui se développe beaucoup également, les ventes à distance de biens importés. Donc on a également 3 critères qui sont les mêmes, hein, mais sauf que là, on va faire, pour vous donner un exemple précis, un flux direct Chine-Italie, par exemple, pour un client particulier italien. Donc j'ai un site internet en France, mais à chaque commande, je rebascule mes commandes sur un industriel ou un fournisseur chinois qui expédie directement sur mes clients particuliers italiens. C'est ça la définition de la VAD de biens importés, qu'on peut également appeler dropshipping par exemple. Pareil, on exclut hein, certains produits que vous avez en bas de la diapo de ce régime. Donc voilà le schéma que je vous indiquais à l'instant. Donc on a deux cas hein, ici. On a le cas numéro 1. D'un colis, c'est par renvoi que ça se compte, hein, c'est pas un seuil annuel ou autre, c'est par renvoi. Valeur du colis de moins de 150 euros. Le vendeur français peut créer un guichet unique et déclarer en France la TVA italienne, dans notre exemple. Hein. Ou alors, si on a des ventes qui sont chez Amazon par exemple ou une autre marketplace, la règle nous dit que c'est la marketplace qui est redevable de la TVA. Donc si vous avez des clients qui font ça, qui font que du moins de 150 euros, on est OK, ils vont pas se prendre la tête, ils vont laisser Amazon reverser cette TVA. Hein. Par contre, si c'est plus de 150 euros, pardon, ils vont être tenus de facturer une TVA italienne aux clients. Donc si vous êtes sur une configuration où c'est la marketplace le redevable de la TVA, ma vente, moi vendeur à gauche de la diapo, vers la marketplace, est considérée comme une opération non soumise à TVA. C'est comme si je vendais à la marketplace, hein, alors que ce n'est pas le cas, à déclarer sur les CA3 en autre opération non imposée. Et symboliquement, hein, ici, c'est la petite facture qui représente la TVA vers l'acheteur. C'est bien Amazon, par exemple, qui reversera la TVA. Voilà, donc vous avez le schéma, le grand principe du guichet unique. L'e-commerçant français facture TVA allemande, espagnole, italienne incluse. Après avoir créé son environnement, bien sûr, sur le site des impôts, reverse tout en France.
et la France dispatche les taxes selon les pays de consommation, hein, de destination des marchandises. Voilà, donc les différents portails. Pour les VAD intracom, le guichet unique UE, One Stop Shop UE, OSS UE, c'est le premier. Tout en bas, il vous concerne aussi l'IOSS, l'Import One Stop Shop. Celui du milieu ne vous concerne pas, enfin, sauf si vous avez des demandes de confrères étrangers. C'est pour les vendeurs hors UE qui ont droit également, pour certaines opérations, d'utiliser un guichet unique. Voilà, donc concernant tout ce qui est e-commerce, je vais assez vite ici, hein, mais avec Amazon, vous avez des stocks déportés. Amazon peut transférer du stock d'Allemagne en Suède et pour vos clients, hein. Donc là, on a pris le cas d'un stock situé sur une plateforme Amazon en Allemagne. Obligatoirement, vous avez besoin d'un numéro de TVA en Allemagne. On n'est pas sur le guichet unique aussi, ici, d'accord? Hein, les transferts de stock sont assimilés à des livraisons intracom dans le pays de départ et des acquisitions intracom dans le pays d'arrivée. Donc, si vous transférez un stock de la plateforme Amazon France à la plateforme Amazon Allemagne, c'est même pas vous qui le faites, c'est Amazon. Vous découvrez ça sur les relevés de vente Amazon, hein, une fois par mois. Obligation d'immatriculation TVA dans tous les pays où il y a des entrepôts Amazon. Et on l'a dit tout à l'heure, un e-commerçant ne peut pas non plus utiliser un guichet unique s'il vend en dropshipping des marchandises supérieures à 150 €. Donc attention, hein, les e-commerçants peuvent manipuler plusieurs types de déclarations, la CA3, un guichet unique et un numéro de TVA en Allemagne par exemple. Voilà pour la partie technique en tout cas du webinaire. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. Alors, nous avons eu en effet pas mal de questions. Alors, si on n'arrive pas là en live à répondre à tout le monde, ne vous inquiétez pas, on vous répondra par mail. Voilà, on reprendra contact avec vous. Alors, j'ai déjà Mohamadi qui nous pose la question suivante. J'ai un VTC comme client. Je voudrais savoir au niveau de la déclaration de TVA s'il faut déclarer les encaissements Uber avant ou après leur commission. Un VTC Uber qui... donc nous, on reverse des commissions à Uber. Donc Uber, c'est comme si Uber nous facturait des coms. Et la question, c'est à quel moment j'auto-liquide, c'est ça, en fait, je suppose? Je déclare les encaissements Uber. Ouais, la question, c'est sûrement à quel moment j'auto-liquide sur l'achat de prestations de commission d'Uber. Je pense que c'est ça la question. Enfin, Ouais, c'est vrai que ça manque un peu de précision, mais donc, la date d'exigibilité en matière de prestations, c'est date de réalisation des prestations ou encaissement des acomptes. On n'aura pas d'acompte sur des coms Uber, donc c'est encaissement. Il faut auto-liquider au moment où on paye Uber, pour faire plus court. Ok, merci. Il y a Béatrice qui nous demande, à partir du 1er janvier, la galerie est obligée de fabriquer avec la TVA à 5,5? Fabriqué, on parle d'un artiste Oui, alors, d'artiste. a priori, ce serait un artiste, oui. Bon, alors les artistes, oui, on n'a pas modifié leur régime. S'ils entrent dans le champ des œuvres d'art, ils sont toujours à 5,5, ouais. Ok. Pierre Julien qui nous dit, si je fais 80 000 € de vente en Europe, dont 50 000 en Allemagne, l'opération demeure en franchise malgré le franchissement du seuil individuel. D'où la question sur l'effet cumulatif des conditions des seuils par pays. On avait dit des questions faciles, Béatrice, non, je rigole. Ah, je suis désolée. Non, Non, mais c'est pas après, étonnant. 80 000 € en France et 50 en Allemagne, ouais, c'est ça? Donc on fait oui. plus que 100 000, on fait plus que 100 000 € du nouveau seuil européen, c'est la question, je suppose. Donc on n'a pas le droit à rester en franchise en base en Allemagne. Et le seuil allemand, je ne sais pas de combien il est, on l'avait sur la facture, sur l'exemple tout à l'heure. Ça devait être 50 Donc 000, là. je crois qu'on est, donc on est toujours en franchise en base en France, mais on ne l'est plus en Allemagne si le seuil est dépassé en Allemagne. Ça répondra à la question, en tout cas, du monsieur, je pense. Ok, impeccable. Ensuite, Laurent qui nous demande, si on dépasse le seuil de franchise en base, doit-on faire une CA3 tous les mois? On peut se retrouver sur un régime simplifié.
trimestriel si on fait moins de 4 000 € de TVA collectés par année. Donc soit mensuel, soit trimestriel, ouais, selon les volumes. Ok, ok. Et ensuite, il y avait une question pour Alexia. Qui est là? Euh, voilà. Quelles sont les sanctions en facturation électronique si on se trompe de nature des opérations bien au Eh service? ben, toutes les sanctions de TVA en fait, puisque finalement, si vous avez continué à ventiler les opérations alors que vous deviez les réunir, ben en fait la question va être quel était le traitement TVA applicable à l'ensemble de l'opération. Parce que si vous avez considéré par exemple que l'opération était à 100% exonérée alors qu'il y en avait, enfin, vous considériez qu'il y avait des éléments exo et des éléments qui étaient à 20%, mais qu'en réalité l'ensemble de l'opération devrait être réuni sur celui qui est à 20%, dans un exemple lambda, et bien dans ces cas-là, bah, tout ce que vous avez exonéré, vous l'avez exonéré à tort. En fait, la sanction, c'est vraiment la sanction TVA. Facture bloquée. Et la facture bloquée, non, le contrôle, en fait, il ne sera pas fait au niveau de la PDP, le contrôle sera fait au niveau de l'administration fiscale. Parce qu'en facturation électronique, vous avez deux contrôles. Il y a un contrôle d'exhaustivité des mentions au niveau de la PDP. Donc là, ça va passer le filtre de la PDP parce que le cadre sera rempli. Par contre, quand vous allez arriver à l'ex-PPF sur le contrôle fiscal, bah là, en fait, vu qu'on est sur du contrôle en temps quasi réel, et bien là, c'est l'administration fiscale qui va dire qu'il y a un problème. Mais c'est vraiment les sanctions TVA. Seulement, ça risque de relever des erreurs de traitement en TVA depuis des années antérieures aussi. Parce que si c'est un client qui fait la même chose de manière récurrente depuis des années, ça peut poser problème. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On a répondu déjà à pas mal de questions. Il y a quelques questions qui restent, mais qui nécessitent qu'on revienne vers chacun d'entre vous pour plus de précision, parce que ça nécessite un peu plus d'informations pour pouvoir y répondre. Donc je pense que c'est bon. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci À et à très bientôt. bientôt à À bientôt. Montpellier Merci. et à Toulouse. Au revoir.